Mbolo Samba à tous, bonjour et bienvenue chez nous. Hommes et femmes de tous bords et de toute obédience politique, acteurs sociaux de premier plan, leaders d'opinion, c'est ici, sous cet auguste arbre, que désormais se briseront les calebasses de la parole de l'un contre ou avec celle de l'autre. Le face-à-face verbal, vu croisé ou en parallèle, empruntant le chemin vers l'horizon originel de la vérité, car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. D'ores et déjà, respect et paix au futur arbriste. Sous l'arbre à palabre, c'est ici votre nouveau rendez-vous du débat éclaté. Retrouvez-moi tous les mardis à 21 h sur Gabon Télévision, chez nous. Voilà, c'est suite à cet élément annonce que nous allons donc entamer cette nouvelle aventure vers d'autres horizons. C'est ici le lieu du débat contradictoire. Nous allons donc commencer cette émission avec un thème ambiant qui nous intéresse, du discours politique ambiant, décryptage et responsabilité. Et notez bien, décryptage et responsabilité donc au pluriel. Et pour le faire, nous allons donc recevoir Docteur Abaga Aseko Modeste, vous êtes directeur du laboratoire sur l'éthique appliquée au monde africain contemporain, c'est au Sénarest. Vous êtes donc enseignant d'éthique à l'Université des sciences de la santé et vous êtes philosophe de la médecine. Bienvenue sous l'arbre à palabre. Merci bien. Face à vous, c'est un débat contradictoire, comme on l'a noté dans cet élément annonce. Monsieur Junior Xavier Ndong, vous êtes chargé de mission du président de la République, vous êtes diplômé en sciences politiques, vous avez plusieurs autres casquettes dont on parlera tout à l'heure dans le cadre de cette émission, mais aujourd'hui il est question du discours ambiant. Le discours ambiant actuel suscite inquiétude, préoccupation, eu égard à tout ce qui est dit. Jeu de rôle des uns et des autres, responsabilité à posteriori. Pour commencer avec vous, Monsieur Modeste Abaga, quelle lecture aujourd'hui faites-vous de ce discours via les hommes politiques, via la presse dans notre pays? Je commencerai d'abord par vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau, et cette invitation est inaugurale puisque vous commencez cette émission avec un nouveau concept. C'est un débat sous l'arbre à palabre, comme pour dire que vous avez renoué avec nos origines. Et il est important de situer ce débat parce que c'est souvent sous l'arbre à palabre qu'il n'y a pas que la palabre, mais c'est une palabre à plaisanterie. Parce que la politique est un jeu, mais un jeu qui vise le meilleur pour tous. Car, on le dit si bien, l'homme a inventé la politique un peu comme Dieu a inventé le miracle. Il est question ici de bien faire pour le bien-être de tous. Il n'est pas nécessairement question de faire disparaître la société, il est question de l'installer dans la durée. Donc je me vois ici autour de vous pour essayer de faire société à travers un discours structurant sur l'objet précis qu'est la politique. Un objet qui est à la fois un champ et un travail. Un champ parce qu'il va désigner un espace où il sera question de faire politique. Politique aux deux sens, au sens politique anthropologique et puis au sens pratique, politique du jeu de rôle, rapport de force, lutte pour des postes. Donc il sera question d'investir ce champ politique pour faire un travail, ma foi, qui va nous mener vers des horizons structurants, vers des horizons où nous avons à restituer la dignité à la fois dans nos vies particulières, mais également dans la vie générale. Voilà ce que je peux dire en guise de premier propos. Et je vais compléter ce propos parce qu'il y a à peu près quelques années, ce fut en 2009,
au Centre culturel français, parce que c'est un prétexte pour moi de comprendre qu'il est question ici de justice, de confiance. Il est question d'avenir du pays. Et vous étiez présent ce jour, pendant cette conférence, où j'avais dit, si je peux lire ce résumé, notre discussion voudrait parvenir à expliquer que tout passé qui ne passe pas ne devrait pas être ouni et volontairement oblitéré, mais réapproprié et orienté à des fins de dépassement. Autrement dit, l'usage public de l'histoire n'est pas condamné à produire des effets néfastes. Il peut tout au contraire refonder l'identité historique d'une collectivité en marquant une véritable rupture symbolique avec des crimes imputés à tort ou à raison à des présumés coupables. Dans toute république responsable qui se voudrait apaiser, le passé ne devrait être ni redouté ni subi, mais assumé à travers des actes de repentance qui auraient l'avantage de redessiner les contours d'une identité nationale fragilisée et de jeter les bases d'un nouveau contrat de confiance entre gouvernants et gouvernés. Car, s'il est vrai que le passé ne passe pas, il est aussi prouvé que tout passé assumé est de nature à s'intégrer progressivement à la mémoire nationale et à accomplir œuvre de pacification sociale. Ça, c'est ce qui est de l'académie, ce qui est de la science. Mais à l'épreuve de fait, par rapport au discours, au regard de ce qui précède de ce qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au niveau de la société gabonaise? Est-ce que le discours politique observé aussi bien dans la majorité que dans l'opposition n'inquiète pas à l'approche des futures échéances électorales politiques? Au début était le verbe, vous l'aviez si bien dit. Donc c'est le verbe qui structure l'être. Le verbe est le berceau de l'être. Le verbe tue et le verbe sauve. Vous voyez, donc c'était à la fois comme un pharmacon, c'est-à-dire qu'il a des vertus, il a aussi une dose de nocivité. Il est question de dosage dans le verbe. Il est aussi question d'espace. Il est aussi question de régime. Dans quel contexte un verbe est utilisé? Pour arriver à quelle fin? Alors, les fins sont connues par les acteurs. Vous voyez. Et donc, chacun joue son rôle. Et ces rôles participent de la distribution des rôles. Donc, nous sommes dans un contexte pluripartite. Et n'oublions pas quand même que dans l'histoire du Gabon, nous avons recommencé avec le multipartisme autour des années 91, 90-91. Et la période 59, de la période 59 à 67, il y avait un multipartisme qui est une expérience courte. Et dès 68, 67-68, il y a eu, je peux le dire très simplement, l'apparition d'un parti unique. Et il faut bien comprendre, parce que nous avons fait une analyse quand même assez psychanalytique, parce qu'on s'est arrêté de parler. La parole n'était plus plurielle, la parole avait un centre. Et le centre, c'était le pouvoir. Mais alors, moi, j'aimerais me tourner du côté de M. Ndong, justement, en faisant ces découpages historiques. Est-ce que la période 60, 64, le coup d'État manqué, et 68, à l'avènement donc du parti unique, est-ce que le ton était le même, en parlant du multipartisme, à comparer avec aujourd'hui, donc depuis 90, et qui plus est, de 90 à 2009, 2009 à aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte de, comment dire, d'exacerbation du discours politique? Alors, M. Nzingui, bonjour. Bonjour, Dr Modeste. Je fais déjà bien les félicitations du Dr Modeste par rapport à l'initiative qui essaie d'organiser cette émission. Effectivement, il faut qu'à un moment, nous renouons avec le débat démocratique et je me réjouis d'être sous l'arbre à palabre. Pour aller droit dans le vif du sujet et ne pas beaucoup polémiquer, il faut dire ceci. L'expression démocratique au Gabon a toujours été ponctuée par un certain respect, d'abord, de ce qu'on peut appeler la gérontocratie politique, qui a toujours fait que les jeunes n'ont jamais pu dire clairement devant un certain nombre d'aînés ce qu'ils avaient sur le fond de leur cœur. De 59 à 68, effectivement, il y a eu une forme de multipartisme avec, d'un côté, ce qu'on appelait le bloc démocratique gabonais, d'un autre côté l'UDSG et l'Opunga. Alors, cette forme de multipartisme a donné lieu à une forme d'expression démocratique qui nous a permis d'aller aux élections, d'avoir un discours politique construit d'un côté par Léon Mbarek, le Gabon d'abord, et
Le seul problème que l'on a constaté dans cette forme de multipartisme était que les partis politiques avaient un fonctionnement ethnique. Et l'unité de la nation gabonaise était fortement menacée. Et pour parer à ces dérives qui devenaient donc des dérives qui auraient mis en péril l'unicité de la nation, Omar Bongo, à son époque, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, avait estimé qu'il était bon de ramener tous les Gabonais dans un seul espace, comme a dit le docteur Modeste, pour que le discours ne soit plus un discours pluriel, mais qu'il soit un discours concentré, focalisé sur l'intérêt seul de la nation. C'est pour ça que lorsqu'on crée le PDG, le creuset était dialogue, tolérance, paix, et le fondement idéologique, lorsque le PDG a été créé, c'était parti pour faire l'unité nationale. De ce point de vue, est-ce que le président Omar Bongo n'a pas échoué à l'épreuve de fait? C'est-à-dire au terme un peu de ce parti unique qui a survécu jusqu'en 1990. Quand on observe ce qui se passe aujourd'hui, la création des partis politiques, déjà la conférence nationale, 75 associations et partis politiques ont été créés, surtout à base ethnique, et le mouvement a comme contenu jusqu'à présent. Est-ce que de ce point de vue, ce passage n'a pas vraiment été un passage d'échec? Je pense que le Gabonais, dans son mode de fonctionnement, est fondamentalement attaché à sa culture et à sa tradition. Et que nous n'étions pas prêts, il faut avoir le courage de le reconnaître, nous n'étions pas prêts à l'exercice de la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement l'exercice de la parole plurielle. La démocratie a des fondements et des soubassements. Il faut un certain niveau de maturité, il faut un certain niveau d'instruction du peuple, et il faut un certain niveau de vie sociale. Parce qu'on ne revendique pas ses droits quand on n'en est pas conscient. On ne se lève pas pour contester ce qui n'est pas son droit. Le Gabonais aujourd'hui conteste ses droits, c'est vrai, mais il n'est même pas conscient de ses propres devoirs. Et je peux vous prendre des exemples très simples. Aujourd'hui, vous avez des gens au Gabon à qui on a augmenté les salaires avec un nouveau système de rémunération. Mais est-ce que le service public est aujourd'hui à la hauteur de ce que les Gabonais attendent? Non. Les gens viennent au travail toujours en retard, ils vont très tôt chez eux, ils ne foutent rien dans leur bureau, ils ne lisent pas leur dossier, ils ne font pas bien leur travail. C'est pas la faute de l'administration? Pourtant, cette même administration a vu ses conditions nettement améliorées, mais n'est pourtant pas performante. Je parle du pouvoir public, hein, les responsables de l'administration, mais qui ne sont pas peut-être compétents de contrôler, de surveiller ou de mettre en pratique. Mais les responsables de l'administration de 1959 à aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Il y a eu plusieurs alternances de générations. Il y a eu la génération de Léon Mba, il y a eu la génération de Omar Bongo, aujourd'hui il y a la génération d'Ali Bongo Ndimba. Toutes ces générations se sont succédées. Est-ce qu'il n'y a pas eu une seule génération qui a été capable de régler réellement les problèmes des Gabonais? Je vous prends cet exemple du système de rémunération. C'est Ali Bongo qui a eu l'idée ingénieuse de faire en sorte que les Gabonais aient des meilleurs salaires. Je prends un deuxième exemple pour illustrer mes propos. Lorsqu'en 2014, Ali Bongo décide de suspendre les fonds communs, ce qu'on appelait fonds communs, pour faire en sorte que 3% seulement des Gabonais, je dis 3%, se partageaient 70% du revenu national. Donc la masse salariale du Gabon, ce que le Gabon paye tous les mois comme salaire, était partagé entre 3% de fonctionnaires qui ont les mêmes références que le docteur Abaga ou moi ou l'autre, qui ont fait les mêmes écoles, mais parce que certains ont eu la chance d'avoir accès à certains ministères et pas d'autres, certains avaient 42 millions de fonds communs tous les mois, 3 ou 4 ou 5 millions, pendant que d'autres ont 300 000. Vous pensez que c'est une république juste ça? Alors quand Ali Bongo décide que je brise ce système d'inégalité pour restaurer un système d'égalité pour tous les Gabonais, est-ce qu'on a eu un sursaut patriotique autour de cette idée? Ou bien le Gabonais est habitué au vol, ou bien le Gabonais est habitué à la combine. Quand les gens détournent de l'argent au Gabon, ça n'a pas l'air de choquer les gens, puisque ce sont ces mêmes voleurs que nous applaudissons. Mais lorsque quelqu'un essaie de dire « je ne veux plus des voleurs dans ma République, je ne veux plus des gens qui ont pillé le pays et qui ne sont pas patriotes », et que ces gens subitement passent dans l'opposition, ils deviennent des saints, ils deviennent adulés. Et personne ne leur demande des comptes. Ça me choque moi en tant que Gabonais, parce que je vous prends deux exemples de ce que les pouvoirs publics ont fait de 2009 à 2016, et qui jusqu'aujourd'hui n'a pas permis de créer un électrochoc avec les Gabonais. Les gens ont eu leurs salaires qui ont été augmentés dans une situation de crise mondiale. Tout le monde sait que la crise du pétrole, la crise elle est mondiale, ce n'est pas un secret. Et regardons à côté de nous, en Angola, ça ferme les robinets, il y a qu'à lire les notes du FMI. Dans d'autres pays, les robinets ferment, même l'Arabie Saoudite.
Alors, si nous, au Gabon, on augmente les salaires alors qu'il y a une période de crise, c'est qu'il y a un effort des pouvoirs publics de dire qu'il faut redistribuer ce qui appartient à tout le monde, à l'ensemble, au plus grand nombre. Mais est-ce que le service public s'améliore? Non. Est-ce que les femmes accouchent mieux dans les hôpitaux? Non. Est-ce que les élèves sont mieux enseignés? Non. Est-ce que le service public est de bonne qualité quand vous allez dans les administrations pour avoir accès à des documents d'état civil et autres? Non. Pourquoi? Parce que le Gabonais, dans son mode de fonctionnement, dans sa mentalité, n'a peut-être pas encore envie de se développer. D'accord. Monsieur Abaga, Oui. je rappelle que nous sommes dans un débat contradictoire. D'accord. Alors, ce que Oui. j'allais dire, Monsieur Dongdong relève des acquis posés par le président de la République. Qu'est-ce qui explique, aujourd'hui au Gabon, ce discours virulent à l'encontre du pouvoir? Oui, mais il faut d'abord signaler qu'il fait une forme d'autopsie et de critique sévère de ce qui ne se passe pas bien, notamment au niveau des mentalités des populations. Mais je crois quand même qu'il faut bien proportionner cette analyse. Parce que vous savez que la démocratie, la liberté, ce sont des plébiscites de tous les jours. On ne naît pas démocrate. C'est une école. Vous parlez bien de l'arbre à palabres, mais c'est sous l'arbre à palabres qu'on apprend à parler. Personne ne naît savant. Première chose. Deuxième chose, un président de la République, en réalité, je vais repartir peut-être à l'institution de la Première République dans la Rome, où il était question d'avoir 3 institutions. On avait la magistrature, on avait le Sénat, et puis on avait les assemblées populaires. Alors, au niveau de la magistrature, il y avait un premier magistrat, et qui naturellement exerçait sa charge gratuitement, était élu pour 1 année. Je le fais pour vous montrer un peu l'esprit de ce que c'est qu'une magistrature. La deuxième chose est qu'il y avait toujours dans cette magistrature, vous aviez la questure qui s'occupait des questions de trésor public, vous avez l'édilité qui s'occupait des questions de mairie, de voirie, vous aviez la préture qui naturellement exerçait son activité au niveau des jugements, comme un tribunal, et puis vous avez aussi ce qu'on peut appeler le tribunat, qui était composé de 10 tribuns et qui avait pour rôle de défendre les ressortissants de la plèbe. Donc pourquoi je vous donne ce chemin? C'est parce que simplement pour comprendre que la République est à différencier du régime politique. Le régime politique est à différencier de l'État. Alors que le Gabon, qui est un jeune pays, d'accord, ne fait pas toutes ces différences tout de suite. Et donc on se mêle un peu les pinceaux. Le service public, c'est l'intérêt général, je regrette. Ça fait partie des fondamentaux. Et donc on ne peut pas le confondre, on ne peut pas confondre le service public avec un intérêt particulier. Donc l'État éduque, la République éduque, la démocratie est une école, l'école de l'égalité. L'école où on distribue les libertés. Parce que non seulement ces libertés sont confrontées, et non seulement elles sont confrontées, mais on peut s'épanouir à travers cette confrontation des libertés. Où il n'est pas question ici de se perdre dans le conflit. Plutôt, il est question de s'élever par cette confrontation. Comme pour dire qu'en réalité, il y a eu, et je peux le dire, je peux l'affirmer ici, le Gabon, Houphouët-Boigny l'avait dit, il pouvait le gouverner les yeux fermés. Pourquoi? Parce que le Gabon, c'est l'un des États les plus riches au monde. Donc vous vous retrouvez dans un État très riche, avec une population très faible, mais en même temps avec un luxe de problèmes inouï. Vous voyez un peu ce paradoxe. Et donc on arrive rapidement au parti unique, où ma foi, il faut le reconnaître ici, le chef de l'État n'était pas forcément un savant, donc il s'est débrouillé à faire ce qu'il pouvait faire. Et il était entouré par des savants, des experts, mais puisque le régime était un régime de plomb, c'est-à-dire un régime dur, ma foi, c'est la parole du prince qui comptait seul. Et le prince ne faisait qu'à sa façon. Cela aussi est très clair et lié à l'époque, parce que c'était l'époque des partis uniques où naturellement le pays tuteur, la France, se devait naturellement de sauvegarder ses intérêts. Donc la France a géré ses États comme des comptoirs.
Cela est très clair. Et naturellement, a mis à la tête de ces États des gouverneurs. Et plus ou moins c'est partagé ce qu'il y avait de plus beau, ce qu'il y avait de plus sain, pendant que le reste de la population est resté dans la misère. Ça, je vous le dis, c'est la misère qui engendre la sédition. C'est pour cela que le régime de fer d'Omar Bongo est arrivé à un niveau, je me permets ici de lire l'une de ses citations au congrès de 1980, où il dit « Le PDG est un parti de masse, c'est le parti du peuple tout entier, c'est le parti des Gabonais tout entier mobilisé et organisé derrière le chef qu'il s'est librement choisi. Cela veut dire que pour servir la nation et l'État, il faudra être dans le parti. Cela veut dire que plus que jamais, les tièdes, les éclopés du militantisme et surtout les indifférents qui attendent je ne sais quelle parousie doivent être inlassablement dénoncés et pour ne plus avoir accès aux fonctions de confiance ou simplement importantes, ceux-là, je l'ai dit, nous devrons les chasser, nous devrons faire en sorte qu'ils quittent la fonction publique et partant l'État gabonais. Alors vous pourriez retrouver ces propos d'Omar Bongo Ondimba aux archives d'Afrique, Radio France Internationale de février 2014. C'est uniquement pour indiquer le ton. Le parti État, le parti unique, c'est le tout, qui avait toute la place. Alors qu'en réalité, le pouvoir se distribue. Et lorsque le pouvoir n'est pas distribué, il y a de la vexation. Les gens sont vexés, les gens ne s'entendent pas, et naturellement, cela ne peut conduire qu'à des situations fort regrettables, comme par exemple des coups d'État. Et cette situation regrettable, c'est naturellement à engager Grégory Mbamita, que je me permets ici de citer, sur la question des biens mal acquis. Parce que si une partie de la population détient la masse, je parle d'une partie infime et minoritaire, il a si bien dit, les gens ont amassé des fortunes colossales, et ces fortunes sont aussi colossales que la fortune de l'État. Si un individu a autant d'argent, mais nécessairement, il va contrôler le reste des autres individus. Mais le problème, c'est le problème du discours, monsieur Ndongnon, aujourd'hui. Effectivement, nous parlons donc de la classe politique, une classe politique transversale qui s'est enrichie. D'où vient-il qu'aujourd'hui, le discours soit virulent à quelque niveau on se trouve? J'essayais de développer, je n'ai pas... Allez-y. J'ai pas eu le temps de... Vous avez votre temps, monsieur Ndongnon. Non, j'ai pas eu le temps de lire aussi de bonnes notes que le docteur Abaya sur le parti unique. J'ai simplement le temps de faire des constats et de poser les vrais problèmes pour que les Gabonais se posent les bonnes questions. D'où vient aujourd'hui le discours virulent et acerbe que l'on constate? Pour ma part, il vient de quelques faits que j'ai énoncés. Je dis ceci. Le premier qui a décidé au Gabon de faire en sorte qu'il y ait l'égalité de chance, c'est celui-là qui a ouvert la boîte de Pandore pour faire en sorte que le discours devienne virulent. Le discours virulent, haineux, ethnique, calomniateur que moi j'observe et que j'écoute aujourd'hui au Gabon vient simplement du fait qu'il y a un bonhomme à la tête du Gabon qui a dit que je ne veux pas gouverner un clan, je veux gouverner un pays. Je ne veux pas gouverner un village, je veux gouverner une république. Je ne veux pas gouverner un parti politique, je veux gouverner une nation. Donc la rupture... À partir du moment où il y a eu rupture en 2009, rupture dans les paradigmes fonctionnels de l'État, dans la gestion des finances publiques, dans la gestion politique, dans la gestion des relations, parce que nous sommes en République, les idées et les individus circulent de haut en bas, et c'est ce mouvement circulaire qui fait l'harmonie d'une République. Mais à partir du moment où le chef de l'État institue un certain ordre dans le fonctionnement de l'État, dans la régulation des rapports d'individu à État, mettant chaque citoyen devant ses responsabilités, mettant chaque citoyen devant les mêmes opportunités, devant le même État, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que ceux qui ont toujours bénéficié des rentes, ceux qui ont toujours bénéficié des privilèges indus, ceux qui ont toujours bénéficié des bienfaits de la République, qui se disaient sur les plateaux de télévisés, moi je suis un enfant de la République, d'accord? Ceux-là ne se retrouvent plus dans le fonctionnement actuel. À partir de ce moment, le seul espace qui leur reste, parce que les espaces d'expression comme là, la parole ou public, ils ne les ont jamais utilisés. Ils ont toujours été des faucons de l'ombre, des faiseurs de roi dans le noir, des hommes qui faisaient des décrets et défaisaient
des autres, lorsqu'on remet tout le monde sur la table pour dire, désormais, s'il faut avoir accès à une fonction publique, dis clairement que je veux. Mais ceux qui étaient habitués à passer par des couloirs pour dire, il faut que le président me nomme à tel poste, et qu'on dit non, si vous voulez que le président vous nomme, venez le lui dire vous-même. Vous trouvez sérieux, M. Asizeki, dans une république, des gens qui ont le numéro de téléphone d'Ali Bongo Ondimba, des gens qui ont accès à son bureau, à sa maison, à sa famille, des gens avec qui il déjeune à table. Ce sont ces gens-là qui déjeunent avec lui vendredi, et puis dimanche, ils vont faire des conférences de presse pour dire qu'ils sont dans l'opposition. Mais il y a beaucoup de Gabonais qui auraient bien voulu être à ces fonctions. Je vais continuer. Lorsque le président Léon Mba, le président Omar Bongo que nous avons tous connu a gouverné le Gabon, ceux qui ont été ses directeurs de cabinet, ministres, secrétaires généraux, directeurs généraux de l'administration, vous pensez que quelqu'un doit passer un concours pour être DG d'une régie financière ou ministre? On a fait un concours dans ce pays pour que quelqu'un ait un poste juteux. Omar Bongo s'était entouré des gens qu'il avait estimés être des gens crédibles, des gens capables de lui apporter l'expertise nécessaire pour le développement du Gabon. On n'a jamais consulté le peuple gabonais par référendum pour dire « Donnez-nous des représentants de telle province pour vous représenter dans la haute administration ». C'était le choix d'Omar Bongo. Et comme il était président, disons c'était le choix de Dieu. Mais pourquoi ces gens qui ont été imbus de la confiance d'Omar Bongo, aujourd'hui que ce Omar Bongo est mort, refusent la responsabilité qui est la leur dans l'échec des politiques publiques? Pourquoi Omar Bongo, à la fin de sa vie, avait reconnu que Dieu ne nous avait pas donné le droit de faire de ce pays ce que nous sommes en train de faire? Et il ajoutait, il nous voit, il nous regarde, le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Mais ce discours d'Omar Bongo, que personne ne veut dire publiquement, mais c'est le discours fondateur de la politique d'Ali Bongo. Pourquoi Ali Bongo parle de rupture? Pourquoi il parle d'égalité de chance? Pourquoi il parle de fin des privilèges? C'est parce qu'il dit, mon père m'a dit que si tu gouvernes un jour un pays et que tu te laisses entraîner par les sirènes de tes faucons, que tu te laisses entraîner par les sirènes de tes amis ou de tes parents, tu vas échouer. Comme j'ai échoué au soir de ma vie et j'ai dû reconnaître qu'à Gabon, laissez-moi finir As, Air Gabon, ça a été un échec. L'Octra, un échec. SNBG, un échec. Toutes les sociétés gabonaises, Agro-Gabon, ça a été un échec. Mais ces sociétés, elles n'ont pas été pillées par des étrangers. Elles ont été pillées par des Gabonais que nous connaissons, qui sont nos parents, nos oncles, nos tantes, nos cousines. Et nous avons tous bénéficié, directement ou indirectement, de ces rentes. Mais cet échec sur les sociétés publiques, c'est de l'argent de notre pays qui aurait dû servir à l'investissement. Pour conclure, lorsque quelqu'un se lève au Gabon parce qu'il est tout puissant ministre d'État, vice-premier ministre, il est en charge d'un domaine particulier, il lèse un village qui a 100 personnes qui habitent, il ne construit pas d'école dans ce village, il va construire une école 15, 20, 30 km plus loin dans son village qui n'a que 4 personnes. Mais ce village où il a construit l'école, c'est l'argent de l'État qu'il a investi. Aujourd'hui, on se retrouve avec des éléphants blancs où le développement est désorganisé. Il y a des cantons entiers qui n'ont pas de village, qui ont des routes goudronnées, et des cantons entiers où il y a des masses de population qui n'ont pas de route, qui n'ont même pas accès aux minima sociaux. Donc si Ali Bongo constate ça et qui dit il faut recadrer les choses, ramener les choses à leur juste dimension pour un développement harmonieux, organisé, structuré, pourquoi est-ce que le discours politique doit donc devenir un discours de haine? Alors, est-ce que le fait de couper... Non, je vous relance. À entendre ce que vous dites, M. Ndondon, faut-il penser aujourd'hui que ceux qui quittent le PDG ou la majorité républicaine pour aller dans l'opposition fondent leur rupture uniquement sur le fait de la fin des privilèges? Je dis ceci, et je l'assume. Lorsque l'on n'est pas d'accord avec Omar Bongo, on prend la peine de démissionner du vivant d'Omar Bongo et de dire qu'on n'est pas d'accord avec ta gouvernance. J'ai du respect pour ces hommes politiques. Moi, je connais des hommes politiques autour de moi, dans ma famille, qui ont toujours été opposants depuis 1990, dont on ne parle pas assez. Je connais des hommes politiques dont on a coupé les salaires, qui n'ont rien eu dans ce pays, dont les enfants ont galéré, parce qu'ils avaient des convictions politiques. Parce que ces hommes-là ont dit non au système politique d'Omar Bongo. Ils ont dit nous ne sommes pas d'accord. Je connais certaines de ces personnes depuis 1990 qui ont perdu leur emploi, femmes et enfants. Mais où ils sont où aujourd'hui pour que ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, ce soit un PDG bis? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas penser que ceux qui étaient les bourreaux des hommes politiques hier, subitement par un enchantement, deviennent les représentants de l'opposition. Moi je pense que il y a des hommes politiques au Gabon qui sont opposés à Omar Bongo depuis 1990. Eux, ce sont des hommes politiques crédibles parce qu'ils avaient des convictions. Je ne pense pas que quelqu'un qui, en 2009, a dit non à Ali Bongo, ce soit quelqu'un qui a des convictions.
Je ne juge pas les individus, je parle de conviction. On ne peut pas avoir gouverné avec Ali Bongo pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 7 ans. On ne peut pas avoir reconnu sa victoire en 2009 et puis venir dire 5 ou 6 ans plus tard, parce qu'on a perdu des privilèges ou un poste, qu'il n'a jamais été élu, qu'il a été mal élu, qu'il n'a pas ceci. Ce n'est pas sérieux. Pour le jeune Gabonais que je suis, j'estime que ce n'est pas sérieux. Il nous faut des hommes politiques j'ai envie de dire, en vêtements sacerdotaux, comme disait Hegel, et non des hommes politiques en robe de chambre. Au Gabon, il nous faut des hommes politiques sérieux. Ce que j'observe en termes de discours, ce que j'observe en termes de discours, c'est pas insultant. Je dis bien, c'est une phrase hegelienne. Il faut des hommes politiques en vêtements sacerdotaux. Ça implique une certaine hauteur dans le discours, une certaine hauteur dans les prises de position. Mais As Nzengi, est-ce que j'ai déjà vu la contribution d'un homme politique sur la crise économique du Gabon? Est-ce qu'on a déjà vu la contribution d'un homme politique sur le pacte social? A-t-on déjà écouté la contribution d'un homme politique sur l'égalité de chances, qui est une politique publique? Je veux que les hommes politiques du Gabon critiquent le PSG. Je veux les entendre sur le plan stratégique Gabon émergent, sur les infrastructures. Je veux qu'on critique le capital humain. Je veux qu'on critique la politique énergétique d'Ali Bongo. Je veux qu'on critique la politique de santé, d'éducation d'Ali Bongo. On ne peut pas aller faire des meetings à l'intérieur du pays, rouler sur du bon goudron et dire qu'Ali Bongo n'a rien fait. On ne peut pas aller dans un hôpital flambant neuf au CHL ou ici à Janébori ou à Ngonje et dire qu'Ali Bongo n'a rien fait. On ne peut pas demander aux gens de venir à un meeting dans son village. Ces gens passent par des belles routes et disent qu'il n'a rien fait. Mais ces gens qui viennent à vos meetings, le 25, quand ils vont à la banque, ils ont des salaires, nouveau système de rémunération. On ne peut pas aussi insulter l'intelligence du Gabonais de cette manière. D'accord. Monsieur Abaga, manifestement, vous ne partagez pas ce point de vue. Ce n'est pas que je ne partage pas ce point de vue, c'est simplement qu'il faut éviter d'augmenter le niveau de violence. Parce que nous sommes effectivement ici pour nous accorder et créer de l'harmonie. Et non pas pour accuser. Il est contradictoire. Vous avez des arguments contraires justement, c'est un argument contraire. C'est juste pour dire que le but de la politique, c'est de baisser le niveau de violence, justement. C'est pour cela qu'on a inventé la politique. Zoon politikon, l'homme est un animal politique. C'est parce que, intérieurement, c'est quelqu'un qui est doté d'une férocité. Je veux simplement dire une chose, c'est que la charité publique, qui est devenue une économie, je parle de l'économie du don, où les populations vivent de la générosité des seigneurs, c'est une économie honteuse, et qui est liée directement du fait que les gens se soient enrichis de manière imméritée. Et je crois qu'en même temps, il est important pour tout homme politique d'être humble. Et je n'ai pas vu beaucoup d'humilité de la part de nos hommes politiques. Je commencerai d'abord par le prince, et je descendrai, car il s'agit ici de juger une classe politique. Il ne s'agit pas de retirer de cette classe quelqu'un qui serait un saint. Ce serait une erreur. Il ne serait pas ici question d'indiquer la voie du mal et une voie opposée du bien. Ce n'est pas vrai. Il défend son camp. Il est important. Non, ce n'est pas une question. Non, c'est pas. Docteur Abaga est objectif. Docteur, permettez que je ne vous laisse pas dire qu'il n'y a pas d'homme politique qui fasse preuve d'humilité dans ce pays. Donc, je ne peux pas vous le laisser le dire parce que je fréquente les hommes politiques qui gouvernent ce pays et j'ai bien envie de vous dire, si un homme politique que j'ai trouvé humble dans ce pays, c'est bien le président. Bon, écoutez, je peux vous le démontrer. Je peux aussi vous démontrer. Je peux vous démontrer l'humilité du président de la République. Le concept d'humilité vient d'humilis, qui veut dire bas. Le fait de savoir se rabaisser. Et je peux penser que le décès du président Omar Bongo, si effectivement Ali Bongo avait fait preuve d'humilité, il se serait retiré de la politique. Parce que ce pays lui a tout donné. Ça, je vous le dis. Ali Bongo n'est pas parmi le dernier des nantis. Ce n'est pas vrai. Ce pays lui a tout donné en termes d'argent, en termes d'éducation. Et je ne suis pas convaincu que tous les Gabonais ont eu les mêmes privilèges que lui. Je ne peux pas l'accepter. Et donc, son père fut président, il le remplace à la présidence. Ce n'est pas une preuve d'humilité. Et j'estime que ce qu'il aurait dû faire après le discours testamentaire d'Omar Bongo, qui n'était pas content de son gouvernement, de sa magistrature, c'était finalement de réparer le tort infligé, ou les torts infligés à la population gabonaise. Il aurait pu prendre peut-être un mandat pour observer en arrière-plan
et puis revenir, rebondir autrement. Ce que je constate simplement, c'est que plutôt que d'afficher ce visage d'humilité, il s'enfle à bon, et ça paraît comme si c'était comme une forme d'arrogance. Parce qu'il n'est pas bon dans une politique, dans un pays qui se veut pacifique, qu'il y ait des postures qui soient des postures de hauteur vis-à-vis d'une population qui passe de fausses routes en déroute et qui est toujours à la recherche d'un mieux-être. Parce que je me le dis, je le répète ici, je me permets de dire, par ma modeste voix, que ce qui m'invite sur ce plateau, c'est cette population gabonaise qui souffre. Docteur et qui ne peut pas passer de main en main sans trouver une assiette fixe, sans trouver un repos. Est-ce que je peux vous répondre sur ce que vous avez dit? Je vous en prie. Alors, pour revenir au schéma de 2009, Ali Bongo est gabonais, comme tous les autres. Fils d'Omar Bongo, il a tous les droits de postuler à la magistrature suprême. Ce n'est pas parce qu'Omar Bongo est mort que son fils n'avait pas le droit d'être candidat. Ali Bongo n'a pas hérité d'un trône. Ali Bongo était d'abord, au sortir du congrès de l'espoir du PDG, pour ceux qui ont bonne mémoire, il était élu vice-président du PDG. Ça veut donc dire qu'il a fait ses classes à l'intérieur du Parti démocratique gabonais, au sein duquel il milite depuis 1984. De 1984 à 2008, vous voyez la durée. Il a fait ses classes au sein du PDG. Il a été régulièrement élu député depuis 1990, sans discontinuer. Ça veut dire que c'est un homme politique qui a fait ses classes. Et donc si Omar Bongo meurt, et qu'Ali Bongo fait acte de candidature devant d'autres candidats PDGistes, et qu'il a le meilleur dossier, parce que les conditions étaient très simples, il fallait avoir un certain nombre de moyens financiers, et oui, effectivement, Ali Bongo a des moyens, il a hérité de son père, il a fait des bonnes affaires lui-même, durant toute sa carrière, il a fait des bonnes affaires. Il fallait être un homme politique qui n'a jamais perdu une élection au sein du PDG. C'est quelque chose dont on ne veut jamais parler. Les critères au sein du parti pour présider au choix. Je sais qu'il a souvent eu des scores Ali très Bongo, élevés, 100%, Ali Bongo 99%. était un candidat qui n'a jamais perdu une élection politique, ce qui lui a permis, de manière consensuelle, de faire en sorte que ses pairs ont trouvé qu'il était le meilleur candidat capable de défendre les intérêts du PDG. Pour plusieurs raisons, je ne juge pas les individus, chacun a sa raison pour laquelle il a soutenu Ali Bongo. D'autres ont soutenu Ali Bongo parce qu'ils ont été séduits par son projet de société. Parce qu'à la différence de beaucoup, c'est quelqu'un qui s'est préparé avec un projet pour être président. Donc ce débat, je pense qu'il n'est pas un débat objectif. Vous ne pouvez pas lui faire le procès de ne pas être candidat après la mort de son père. Mais je veux parler d'humilité, avoir une position d'humilité. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Je ne lui fais pas un procès. Moi, j'ai envie de dire. Vous savez, en tant que fils de chef d'État, laissez-moi finir. Il a tous les droits, vous savez. Hein. Laissez-moi finir, docteur. Chef de fils d'État, après un parti unique. Laissez-moi finir, docteur. Sous le parti unique, un chef d'État est un roi. Laissez-moi finir, vous voyez donc, docteur. son enfant est un prince. Il a c'est tout à fait logique qu'il devienne chef d'État à la suite de son père. Il a effectivement tout eu du Gabon. Voilà. Il a effectivement eu une bonne éducation, il a eu des moyens, il a eu des privilèges en tant que fils de chef d'État. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Comme tous les Gabonais qui ont eu accès aux prébendes sur Omar Bongo, leurs fils ont eu des privilèges. En quel pourcentage? Quel pourcentage? Si nous commençons à discuter du pourcentage, moi je voudrais, laissez-moi finir. À tous les deux. Si nous ouvrons le pourcentage, ouvrons donc une prison de 267 667 km² pour qu'on juge tous les Gabonais qui ont bénéficié des billets d'avion gratuits avec les BST, pour qu'on juge tous les Gabonais qui ont eu je voudrais recadrer le débat. C'est pas un débat. Je voudrais recadrer, docteur, excusez-moi, je voudrais recadrer le débat. C'est vrai que là, nous restons sur la personne d'Ali Bongo Ondimba, mais du chef de l'État, pas la personne d'Ali Bongo Ondimba. Oui, il me semble. S'il n'était pas chef d'État, on ne parlerait pas voilà, de lui. Mais du point de vue de la classe politique, le discours virulent, je voudrais qu'on en vienne aujourd'hui. D'accord, je voulais y répondre. Je voulais y répondre. Je ne me suis pas prononcé sur l'acrimonie du discours. Mais qu'on en vienne, effectivement. Et justement, cette acrimonie peut un peu se justifier. La première justification, c'est, je pourrais dire, le caractère monopolistique du parti État PDG de 67 à environ 2008. Alors, c'est-à-dire que même s'il y a eu multipartisme, mais il y a quand même eu une domination d'un parti où il était question de risquer sa vie en disant quelque chose qui allait à l'encontre de ce que disait le prince. Jusqu'en 2008. Donc, pendant longtemps... Jusqu'en 2008. Non, je dis jusqu'en 2008. Mais la cité était ouverte au discours. Je suis désolé, docteur. La cité était ouverte au discours. De 90 à 2008. À partir de 90, le discours. De 1990 à 2008, oui. Je peux vous faire la liste des hommes politiques gabonais qui se sont opposés à Omar Bongo. Et ils sont nombreux.
je peux vous faire la liste des hommes politiques. Je peux aussi vous faire la liste des hommes politiques qui se sont opposés au Omar Bongo et qui ont perdu leur poste, ou qui ont perdu leur vie, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ce n'était pas facile de prendre la parole devant Omar Bongo. Qui orchestrait ces pratiques à côté de Omar Bongo? Omar Bongo avait des collaborateurs, il avait des conseillers, nous ne pouvons il pas avait des ministres. remettre la faute sur les collaborateurs d'Omar Bongo. Est-ce que vous fuyez le débat à tous les deux? Je vous parle, moi je voulais me prononcer sur l'acrimonieux du discours. Voilà, discours ambiant, actuel. Voilà. Pourquoi le discours est acrimonieux? Premièrement, parce que le peuple gabonais est resté longtemps sans parler. Deuxièmement, il est acrimonieux parce que... Jusqu'à quand, docteur? Il faut préciser. Bon, toute la durée du parti unique jusqu'en 90. Bon, 89. De 89 à aujourd'hui, ça fait... Maintenant, on a ouvert les vannes. Après 89, avec l'arrivée du Morena, parce que n'oublions pas quand même que lorsque la première fois les militants du Morena organisent une marche à la gare routière, ancien carrefour David, tous ont été arrêtés. Et c'est d'ailleurs à ce moment que Pierre Péan fait une première publication, Les Émirs de la République. Parce que simplement, son ami, un ministre de l'époque, avait été arrêté à Makoukou. L'ancien ministre du Travail, son nom va venir beaucoup plus tard, et toutes ces personnes qui avaient osé marcher s'étaient retrouvées en prison avec des lourdes peines, allant de 5 ans à 30 ans de réclusion criminelle. C'est juste pour dire qu'une fois que ces personnes... Non, justement, je parle de l'acrimonie. Alors, moi je pense qu'on a fait... Moi je vais vous dire... Non, mais laissez-moi venir, parce qu'il est important de faire une généalogie du discours politique. Au-delà de la généalogie, le discours politique actuel est marqué par cette acrimonie pour une raison très simple. Je vous ai dit dans mon propos, le premier qui a ouvert la boîte de l'égalité de chance au Gabon a fait en sorte que il y a un certain nombre de Gabonais qui soient frustrés et qui aillent tenir un discours politique haineux. Si Ali Bongo s'était assis pour reproduire le même système de gouvernement que fait son père... Donnez-moi un exemple du discours politique haineux. Un seul exemple. Traiter les Gabonais de cafards. Bon. Traiter les Gabonais... Je vais vous dire. Traiter les Gabonais de cafards. Et en plus... Je vais vous dire. Un exemple. Lorsqu'un homme politique dit tout sauf les fans, moi je suis fan et je suis fier de mon identité et je l'affirme même devant le président de la République. Vous voulez? Bien sûr, puisque vous dites un homme politique. Mais un homme politique, il y a un qui a dit récemment qu'il faut exterminer les cafards. Il s'agit d'une vraie éradication pour exterminer les cafards. Mais je vous rappelle qu'il faut nettoyer les mosquées parce qu'à l'intérieur, il y a des espèces, entre griffes, de Gabonais mais je qui pense qui ne méritent pas la gabonité. Monsieur Ndong, je ne vais pas revenir sur les individus. Je pense que je peux me permettre quand même de vous dire de porter les gants avant sur le plan public, parce que nous sommes ici à Gabon Télévision, n'utilisez pas le... Pardon, si nous utilisons le style accusatoire... Jusqu'à quand vous allez porter les gants? Quand un certain nombre de personnes politiques, et ça fait partie de la deuxième partie de l'émission, puisque j'ai le schéma de l'émission en tête, jusqu'à quand allez-vous porter les gants? Quand un certain nombre de personnes au Gabon n'ont plus ce qu'on appelle l'éthique de la responsabilité politique. Je peux me permettre de placer un mot. Oui, je vais finir. Parce que l'éthique est ma spécialité. Quand on est leader d'opinion, d'accord, il y a des choses que l'on ne peut pas dire. Un leader d'opinion ne peut pas traiter les Gabonais d'une certaine ethnie et les stigmatiser. Un leader d'opinion ne peut pas traiter les Gabonais de cafards. Un leader politique ne peut pas dire qu'il va se débarrasser, qu'il va exterminer une race de Gabonais parce qu'on les appelle des émergents. Vous-même, vous avez... qu'on appelle les émergents. Mais laissez-moi placer et un mot. Vous, aujourd'hui, ce n'est pas un pugilat verbal. Non, mais ce n'est pas un pugilat. Non, c'est juste pour rester je fais partie de ces sur Gabonais, la même temporalité. Je fais partie de ces Gabonais, je conclue, je fais partie de ces Gabonais qui estiment qu'on en a marre de mettre des gants face à l'irresponsabilité d'un certain nombre de personnes. Moi, je fais partie de ces Gabonais qui sont prêts à dire, Monsieur le Président de la République, prenez vos responsabilités. S'il faut qu'on mette des gens en prison, qu'on les mette en prison, parce que le Gabon n'a pas besoin qu'on brûle. Le Gabon n'a pas besoin de violence. Léon Mba ne nous a pas légué la violence. Omar Bongo ne nous a pas légué la violence. Pourquoi aujourd'hui les hommes politiques se permettent de tenir des discours de haine dans les provinces? Moi, chez moi, dans le Wellington, vous savez ce que certains sont allés dire? Oui, je suis en train de conclure. Ce que certains sont allés dire dans le Wellington, ils ont stigmatisé toute une province en disant il ne faut pas qu'il y ait un candidat fan à l'élection présidentielle. Mais c'est grave dans une république. C'est extrêmement grave. Et ça, vous voulez que je ne dise rien là-dessus? Parce qu'il faut porter les gants. Je souhaiterais que notre débat soit un échange apaisé, s'il vous plaît, monsieur Ndong. Des hommes politiques, face à leur responsabilité, il faut qu'on leur oppose la responsabilité de l'État. Pour que notre échange soit fructueux, il faut qu'il soit apaisé, il faut qu'il soit audible. C'est important.
pour la classe politique et pour l'ensemble de la population. Sinon, s'il est inaudible, nous n'allons pas nous comprendre et ce sera un tout petit peu quelque chose comme une cacophonie. Docteur Abakar, comme vous vous rappelez, voilà. juste un mot. Mais par rapport à Vous la avez situation cité- de l'espèce. Oui, non, vous avez cité Parce que là, nous partons la maintenant parole vers la d'un homme responsabilité. politique qui aurait traité des Gabonais de cafards. Déjà, il faut contextualiser. Est-ce que cela a été dit ou pas? Deuxième chose, moi, il me semble que, même dans ma tendre enfance, j'ai été élevé par la parole suivante: le chien aboie, la caravane passe. Je ne sais pas qui prononçait ces mots-là. Il m'a semblé que dans les journaux, j'ai pu lire: il y a un gros rat qui est sorti d'un sac. Il me semble qu'il faisait référence à l'ancien président de l'Assemblée nationale. N'allons pas fouiller dans la poubelle des propos de nos compatriotes, car nous manquerons de nous élever. Mais Et docteur, c'est pour cela que je vous ai dit que la réalité est que, vous l'aviez si bien dit pour ce qui est du tribalisme, le tribalisme a marqué la première expérience démocratique de 59 à 67, vous l'aviez dit. Et vous aviez dit que justement, on revient au parti unique parce qu'il y avait une surenchère, parce qu'il y avait, je pourrais dire, une exacerbation de la violence et du discours politique. Mais c'est pour cela qu'on veut ce discours politique beaucoup plus apaisé. Mais non, il est question de savoir pourquoi ce discours politique est psychiatrisé. Parce que, par exemple, un ancien ministre de l'Intérieur dit de Mbobam qu'il devient fou et qu'il est fou. Est-ce que ces propos sont dignes? Notre rôle, nous qui nous exprimons sur l'espace public, est de dire qu'il faut réduire à leur proportion des discours en fonction des différents niveaux de compréhension. Parce que lorsqu'un enfant entend un certain discours, il n'aura pas la même maîtrise qu'un adulte. Tout à fait. Donc, des propos aussi virulents, aussi acrimonieux, que l'on peut reconnaître au niveau des deux bords politiques, parce que je souhaiterais qu'on soit juste. Ce n'est pas uniquement l'opposition qui est devenue le chantre de l'acrimonie, c'est également le pouvoir. Ce sont les deux qui sont naturellement chacun dans son jeu. Parce qu'il me semble que... mais comment arriver à la responsabilité? La question de la responsabilité... Encore qu'aujourd'hui, on ne sait plus Ou qui est du plutôt pouvoir de aux l'opposition. responsabilités. Parce que ceux qui étaient dans le pouvoir sont dans l'opposition aujourd'hui, on ne sait plus qui est du pouvoir de l'opposition. Bon, j'aimerais quand même Les ajouter... pélégistes d'hier Oui. sont les opposants d'aujourd'hui. J'aimerais quand même ajouter ceci. Il est tout à fait naturel, et vous l'aviez dit en parlant du discours testamentaire du président de la République. Il est possible que ceux qui ont suivi ce discours-là se soient dit: mais quelle erreur que de rester au PDG, je préfère rejoindre l'opposition, parce que je ne peux pas continuer à mal faire. Et vous savez, pour ceux qui sont chrétiens, que lorsqu'on avoue ses fautes, lorsqu'on vient à récipiscence, on est pardonné. J'ai dit pour ceux qui sont chrétiens. Pourquoi continuer à mal faire si à un moment donné on peut s'arrêter pour mieux faire? Donc nous ne pouvons pas condamner ceux qui quittent le PDG pour rejoindre l'opposition. Et vous savez que ce jeu-là est un jeu démocratique. Vous avez tout à fait la liberté et le loisir de quitter Docteur, le PDG, de rejoindre docteur, l'opposition, je suis ou d'accord avec vice-versa. vous. Je suis d'accord avec vous. Je la ne question de la condamne pas, transhumance docteur. politique Je suis est d'accord. une question qui marque notre Sur- temps sur et qui la a toujours question- marqué toutes les époques. sur la question de la Donc, on ne peut pas récriminer un homme politique Sur la question- parce qu'il est parti, qu'il a changé Sur de la camp. question de la transhumance politique, j'ai bien envie de dire un mot là-dessus. Ceux qui partent du PDG ne sont pour moi pas un problème. Je ne les condamne pas. Mon problème, c'est pas que vous partiez du PDG ou pas, c'est un parti politique. Omar Bongo, qui a créé le PDG, Merci. lui-même disait, Voilà. les PDG d'aujourd'hui, la majorité d'aujourd'hui, peut-être l'opposition demain. C'est pas ça mon Exact. problème. Mon problème, il est simple. Oui. On ne peut pas avoir été associé à un gouvernement. Si on n'est plus d'accord, on sort, on exprime son mécontentement, Oui. mais qu'on ne tienne pas un discours de haine ou un discours séditieux. Donc il est Quand normal on de a- changer de parti politique. Il de est toute façon. normal de changer de D'accord. parti politique. Il est normal. Mais le discours de haine, il Mais- est tenu vis-à-vis de qui? C'est important de le savoir. Justement, Ah, on voilà. ne peut pas avoir été un ancien responsable de ce pays, au plus haut niveau, ministre, président d'institution, je ne sais pas, et puis tenir des discours de haine. Donnez-moi Ce un n'est exemple. pas responsable. Le discours de haine est tenu vis-à-vis de qui et contre qui? Moi, Parce vous que dites- il me semble je que vous ai pris- vous avez je vous ai évoqué pris un trois discours exemples. tout à l'heure. Je vous ai pris Vous trois avez dit exemples. que quelqu'un, un homme politique, Je vous ai pris de trois la exemples. place, oui. Je vous ai pris trois exemples. D'accord. Allez dans ma province, le Wellington, et dire qu'aucun fan ne doit être candidat à une élection, c'est déjà un discours séditieux. Il vient de D'accord. qui? Ce Ce discours-là. Nous sommes en Moi, je n'ai pas entendu ce discours. Il vient des gens que vous fréquentez. Allez dans Comme une qui, par province. exemple? Je ne suis pas là pour citer les contemporains. Allez dans une province et traiter les Gabonais Oui. de cafards, c'est pas sérieux du tout.
il vient des hommes politiques que vous fréquentez. Bon, et si nous traitons les Gabonais de chiens, est-ce à responsable? J'en viens. Aller à l'intérieur du pays et stigmatiser les femmes en disant tout sauf les femmes, ce n'est pas un discours politique sérieux. C'est pour ça que je vous ai dit, je veux qu'un homme politique critique le plan stratégique Gabon émergent. Je veux qu'on critique les infrastructures, le capital humain, les infrastructures routières. Je veux un débat sur le pacte social. Je veux un débat sur la politique sociale, sur la CNAMGS. Je veux un débat sur le nouveau système de Je vais vous interpeller pour les mots conclusifs. D'accord. Je ne voudrais pas que mes enfants qui sont en bas âge, d'accord, qui vont à l'école, et quand ils vont sur Facebook, sur Internet, les discours politiques du Gabon soient des discours de haine, de cafard, de tout sauf fin, ainsi de suite. Ce n'est pas ce que je veux pour la génération qui est la mienne, ni pour la génération future. C'est pour ça que je suis ulcéré, et autant plus en vous disant, docteur, je ne fais pas partie de ces Gabonais qui font du politiquement correct, qui mettent les gants et qui ont de la pudeur pour dire certaines choses. Non, je fais partie de ces Gabonais qui disent, messieurs les hommes politiques, si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités en disant clairement au peuple, nous proposons ça comme projet de société, alors n'ouvrez pas la bouche. Parce que lorsque vous ouvrez la bouche pour dire des insanités, vous trouverez des gens comme moi qui vont venir plus loin vous dire, vous ne méritez pas le titre d'homme politique, allez en retraite. Alors, je vous donne une minute à chacun pour suspendre ce débat parce que nous allons le continuer avec d'autres acteurs politiques certainement de l'opposition et de la majorité. Alors, une minute à chacun. Moi, je pense d'abord que il y a un problème de légitimité dont a souffert le magistère du président actuel. Et deuxième chose, la politique en soi, puisqu'elle est le lieu finalement des déceptions, elle s'est totalement décrédibilisée avec ses acteurs. La classe politique de manière générale a fait pas de figure. Et je crois que, et je souhaiterais qu'elle soit remplacée pour qu'il y ait une alternance. Et cette alternance ne sera pas simplement une alternance au niveau des hommes, ce sera également une alternance au niveau de l'offre politique, mais également au niveau des idées, mais également au niveau du discours, qui non seulement doit être un discours de pédagogie, mais un discours beaucoup plus structuré et un discours qui élève le débat. Donc, ce qui se pose, le problème qui se pose au Gabon, est que les hommes politiques ne veulent pas élever le débat et que c'est beaucoup plus dans le partisanat, dans le militantisme, que naturellement, les gens ont quelques mérites. Et donc, la question du mérite reste une question centrale. Et j'aimerais terminer ce propos en disant qu'il est important de régler les questions les plus brûlantes. Et ces questions les plus brûlantes, vous le savez, ce sont les questions administratives du chef d'État qui se pose actuellement. Cette question, il faut la régler dans un cadre apaisé pour qu'il y ait une confiance entre Gabonais et Gabonaises, entre gouvernants et gouvernés. Tant que cette question préjudicielle n'aurait pas été réglée, il sera difficile de pacifier les relations entre les compatriotes. Voilà Monsieur Ndongon. Alors, moi, je dirais ceci aux Gabonais. Le changement ou l'alternance tant souhaité, il est au Gabon depuis 7 ans. Et ce changement se matérialise dans nos assiettes au quotidien, dans notre vie au quotidien. Ceux qui hier n'avaient pas accès aux bourses, les ont aujourd'hui. Ceux qui hier n'avaient pas accès à l'emploi, ils les ont aujourd'hui. Ceux qui hier n'avaient pas accès à l'économie du Gabon, ils y ont accès aujourd'hui. Ceux qui hier n'existaient pas parce qu'il fallait être le fils d'eux, le filleul d'eux, aujourd'hui ils existent politiquement, socialement. C'est ça le changement. C'est ça l'alternance dont les Gabonais ont besoin. Ceux qui hier n'avaient pas de goudron devant leur porte ou devant leur village, ils voient aujourd'hui des réalisations. Bien que pas à la hauteur de ce que les Gabonais attendent, parce que le retard il est énorme, mais moi j'ai des raisons d'espérer qu'il faut donner au président un second mandat pour achever les travaux de la rénovation de notre pays. Et pour conclure sur la situation administrative du chef de l'État, c'est un faux débat. Ali Bongo est gabonais, fils de Gabonais, fils d'une femme gabonaise. On connaît son père, on connaît sa mère. Le débat entretenu sur le fameux acte de naissance n'est que du faux. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas quand un enfant a 50 ans qu'on vient remettre en cause sa filiation. La situation administrative est née d'une imbroglio qui n'avait même pas de raison d'exister. Et je remets les Gabonais sur le problème de confiance. Mais si le problème, c'est que tout le monde veut avoir la clarification sur la situation administrative du chef de l'État, mais il n'y a pas de problème. Bientôt, les institutions habilitées vont convoquer les candidats pour qu'ils viennent déposer leur dossier. Laissez Ali Bongo venir déposer son dossier en bonne et due forme et les Gabonais apprécieront. Pourquoi se focaliser sur la personne d'Ali Bongo alors que nous avons un pays à diriger? Nous attendons les propositions de l'opposition pour gouverner le pays. La faiblesse du Gabon, c'est la faiblesse de son opposition.
Les échecs de Omar Bongo, c'était les échecs de ses collaborateurs qui n'ont pas été à la hauteur. Finalement, si Omar Bongo a échoué, on comprend maintenant aujourd'hui, avec les positions des uns des autres, pourquoi Omar Bongo a échoué. C'est qu'il avait des conseillers qui étaient minables, il avait des gens qui n'étaient pas à la hauteur de la confiance qu'il a placée en eux. J'ai le défaut de dire les choses clairement. Je suis un Gabonais, libre, j'assume mes propos et je dis ceci, Gabonais, nous avons un espoir aujourd'hui. Nous avons un gouvernement, nous avons un président qui tient parole, qui fait ce qu'il dit. Il a commencé à faire des choses depuis 7 ans. Oui, la situation est difficile. Oui, le bilan n'est pas forcément reluisant comme on aurait voulu qu'il soit. Oui, les réalisations n'ont pas forcément été menées à 100%. Oui, il y a eu des manquements. L'erreur est humaine. Et lui-même a été le premier à faire acte d'humilité en reconnaissant que dans sa gouvernance, il y avait des manquements, il y avait des erreurs de casting. Maintenant, il a pris le pari de dire « je vais faire mieux, je vais continuer avec plus de punch pour que, à la fin de mon second mandat, tous les Gabonais puissent avoir accès à la dignité, à la santé, aux soins, au travail, au logement et qu'ils soient restaurés au niveau de l'égalité de chances pour que tous aient accès librement, de manière démocratique, aux mêmes opportunités. » Voilà. Donc, moi, je crois au Gabon de demain. Je vous sais donc gré, Dr Abagar, Monsieur le conseiller du président de la République, d'être venu sur ce plateau. Le ton est donc donné pour les téléspectateurs. Sachez que vous me verrez bientôt chez vous, j'entends du côté de l'opposition, pour rencontrer certains acteurs politiques de l'opposition, pour les inviter sur ce plateau. J'irai bientôt du côté de la majorité pour y rencontrer des acteurs politiques de la majorité pour venir débattre, croiser le fer. Le ton est donné, comme vous l'avez vu, parole contre parole. On peut, et dans le respect mutuel, justement, pour poser les problèmes de la nation, discuter ensemble, ici, à Gabon Télévision, chez nous. Au revoir et à la prochaine. Merci.